Alors, quand j'étais petit, quand j'étais enfant et que j'abusais des plats que j'aimais tout en rechignant à goûter ceux qui ne me disaient rien, je me suis souvent entendu dire par mes parents, on doit manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Bon, manger est une nécessité, hein, manger sain aussi dans une certaine mesure, pour ne pas tomber malade en tout cas, mais de nos jours, il semble que ce soit devenu presque une sorte de devoir moral, manger sain. Hein. Une sorte d'obsession, il faut manger sain pour garder la forme plus longtemps, pour éviter les nombreuses maladies qui nous guettent, le diabète avant tout, l'hypertension, les cancers et j'en passe bien d'autres. Puis il faut encore manger sain et avec sobriété, hein, pour sauver la planète comme on dit. Même si la planète n'a rien à craindre, hein, c'est plutôt nous qui avons à craindre des problèmes que nous sommes en train de poser. Et donc, à cet effet, pour sauver la planète, il faudrait changer notre mode de vie alimentaire en diminuant, voire en supprimant notre consommation de viande. Alors, Alexandre, toi, tu connais bien l'histoire de nos habitudes alimentaires, parfois de nos fantaisies alimentaires. Hein. Ces injonctions éthiques, hygiénistes, on ne sait plus trop comment les appeler, à manger sain, est-ce que c'est nouveau ? Alors non, c'est pas nouveau. Après, l'injonction, on est toujours libre de la suivre ou de ne pas la suivre. Je dirais qu'historiquement, les premières personnes qui se sont passées de nourriture carnée l'ont fait de leur propre initiative, de leur propre chef. Alors, tu es bien placé pour savoir que dans l'Antiquité, il y avait déjà des sectes ou des écoles philosophiques qui se passaient de nourriture carnée pour des raisons, disons, liées à la transmigration des âmes ou des choses comme ça, mais bien plus proche de nous, au XIXe siècle, lorsqu'il y a les premiers mouvements végétariens qui se développent en Angleterre. Alors, les raisons, disons, qui ont motivé la création de ces mouvements ne sont pas, je dirais, d'abord des raisons diététiques ou des raisons sanitaires. La première Vegetarian Society, qui a été créée à Londres dans les années 1840, était constituée de personnes qui, par ailleurs, étaient aussi engagées dans la lutte contre l'esclavage, contre le travail des enfants, contre, de façon un petit peu plus surprenante aussi, la lutte contre le labeur ou des animaux ou l'exploitation des animaux dans les sports de combat ou des choses comme ça. Donc c'était vraiment des motivations, disons, qui étaient plus existentielles, je dirais, une philosophie de vie bien plus large que simplement des motivations diététiques ou sanitaires. Mais c'est très britannique ou bien ça s'est vu ailleurs aussi? Alors ça s'est vu ailleurs, mais c'est vrai que ça s'est développé en Angleterre. Et puis alors là, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quand même, il y a une opposition presque frontale entre l'Angleterre et la France. Hein. Alors en Angleterre, ça s'est développé sous l'influence de la philosophie utilitariste à partir de la fin du XVIIIe siècle, hein, avec des philosophes comme Bentham, hein, bien connus, pour qui le critère était pathocentriste, c'est-à-dire est-ce que la question n'est pas est-ce que un être vivant peut parler ou est-ce qu'il peut penser, c'est est-ce qu'il peut souffrir. Donc là, il y a ça qui s'est développé, il y a une sensibilité à la souffrance animale hein, qui s'est développée progressivement, et cette sensibilité, elle se traduisait, disons, de façon extrêmement différente en France. On peut en prendre, pour exemple, le rapport médical à la vivisection, par exemple. Au début du 19e siècle, il y a des grands médecins français comme François Magendie, que tous les historiens de la médecine connaissent bien, qui faisaient des recherches physiologiques en travaillant sur la douleur des chiens, en fait. Donc, il empoisonnait des chiens, et la douleur était un des indicateurs qu'il utilisait pour travailler sur différents systèmes organiques du vivant. Et ce type de choses-là, ce type de démarche expérimentale, je pense, n'était déjà plus possible au début du 19e siècle en Angleterre. Donc, il y a vraiment des spécificités nationales. Ouais. C'est vrai, je me rappelle Claude Bernard aussi, qui dans ses bouquins parlait de suivre le filet d'un nerf d'un animal qui vivisectionnait et oublier la douleur pour penser uniquement à l'hypothèse qu'il était en train de tester. Ce genre de texte a suscité, même déjà à l'époque, je pense, un certain nombre de réactions. Hein. Mais là, c'est le sujet donc, de la souffrance animale. C'est un sujet, effectivement, on voit bien comment il est lié au végétarianisme, mais ce n'est pas sans doute la seule raison que l'on peut avoir de faire très attention à sa façon de se nourrir. Bon, même si on en reste sur la viande, est-ce qu'il n'y a pas aussi l'idée que la viande, c'est malsain, c'est dangereux parce qu'il y a de la putréfaction, ça sent mauvais quand on la laisse? Est-ce qu'il n'y avait pas la peur de la fraude alimentaire aussi quelque part?
Oui, alors il y a un dicton pré-pastorien qui dit que tout ce qui pue, tue. Alors je trouve que c'est un dicton qui est intéressant parce que ça montre qu'il y a une hiérarchie des sens, qui est un vieux dicton, hein, qui montre qu'il y avait une hiérarchie des sens par rapport à l'alimentation qui aujourd'hui est complètement perdue, une hiérarchie des sens qui passe par un contact direct avec, alors en l'occurrence, la viande. Et la garantie de qualité d'une viande ingérée, en général, c'était la proximité avec la bête. Donc on peut imaginer que dans les campagnes, on savait même de quelle bête provenait la viande qu'on mangeait. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est strictement impossible, puisqu'on mange de la viande en général emballée sous cellophane, achetée dans des supermarchés, et puis provenant parfois de l'autre extrémité du monde. Donc, c'est des choses qui sont plus possibles. Donc, alors, disons, l'odeur, la putréfaction, c'était un mauvais signe, hein, ça on est d'accord, mais donc l'odeur, la qualité visuelle de la viande, c'est quelque chose qui était important. Au chapitre des fraudes alimentaires, alors là, il y a beaucoup de choses à dire, hein, surtout, je pense que c'est un sujet qui a une actualité très très chaude là, en ce moment, puisque avec le Covid, on sait que ça a augmenté les fraudes alimentaires. On sait aussi qu'en ce moment, avec le dérèglement climatique, hein, la production de certains produits phares qui sont consommés parce qu'ils sont considérés comme étant plus sains que d'autres, comme l'huile d'olive par exemple, cette production elle est très irrégulière d'une année à l'autre, et là on s'attend à ce qu'il y ait des fraudes massives sur la production d'huile d'olive dans les années à venir. On le sait, c'est mathématique, la demande augmente, la production baisse, les circuits s'allongent, donc probablement que ça va augmenter. Alors maintenant, la question des fraudes alimentaires, elle est très vieille, hein. Et alors, je ne sais pas, est-ce que je peux prendre un exemple ancien? Oui, ouais. Peut-être, tu te souviens, en 2013, il y a eu 2 scandales alimentaires majeurs qui étaient liés à la consommation de viande de cheval. En début d'année, on a retrouvé de la viande de cheval dans des lasagnes qui étaient conditionnées en France, hein, et qui étaient vendues comme de la viande de bœuf. Et puis à la fin de l'année, il y a eu une première fois où on s'est rendu compte qu'il y avait des chevaux qui avaient servi à des expérimentations pharmaceutiques, donc qui étaient bourrés de médicaments, qui s'étaient aussi retrouvés dans des plats cuisinés. Alors ça, c'est une fraude qui a marqué les esprits, et en fait, elle est intéressante parce qu'elle comporte tous les ingrédients traditionnels de la fraude alimentaire, et en particulier de la fraude liée à la viande. C'est-à-dire, une lasagne, c'est de la viande malaxée, travaillée, dont la forme n'est plus reconnaissable, hein. Elle est cachée par de la pâte, hein. Le plat est pré-cuisiné, et puis on ne sait pas très bien d'où ça vient, hein. Donc c'est vrai que la complexité des circuits de distribution, de production fait que la vérification de l'origine de cette viande, elle est compliquée. Et je prends un exemple ancien, qui est un exemple qui remonte au Moyen-Âge. Alors au Moyen-Âge, on se méfiait déjà des pâtissiers ambulants. Le pâtissier, c'est celui qui faisait profession de travailler la pâte. Et quand il y avait des foires au Moyen-Âge, traditionnellement, les pâtissiers arrivaient dans la ville dans laquelle il y avait la foire et vendaient des petits pâtés. Alors le petit pâté, c'est de la pâte à l'intérieur de laquelle il y a une petite masse de viande qui est malaxée, qui est épicée. Donc on peut masquer la putréfaction éventuellement, hein, de la viande. Et puis on se méfiait de ces pâtissiers qui étaient accusés de tous les maux. Donc en période d'épidémie, par exemple, on les accusait de véhiculer la maladie à travers cette viande de mauvaise qualité. On les accusait aussi de tricher sur l'origine de la maladie. C'était soi-disant un pâté de lapin. En réalité, c'était du chien. Ou du chat, hein, c'est des choses qu'on retrouvait. Et puis voilà, donc je pense qu'il y a vraiment une analogie, disons, entre ce qu'on a vécu en 2013 et puis ces choses anciennes. Et à mon avis, c'est quelque chose de très ancré dans disons, par défaut, on peut appeler la mentalité collective, parce que le cinéma, par exemple, se fait le relais assez fréquent de ce genre de choses. Je te recommande un film formidable danois de 2003 qui s'appelle Les Bouchers Verts, qui raconte très exactement cette histoire. C'est un boucher qui ne gagne pas d'argent, et un jour, il y a un électricien qui meurt dans son frigo, et il va le transformer en viande, et à partir de ce moment-là, il devient riche. Voilà. Ça me fait penser bien pire à ce scandale de la vache folle, hein, dont on avait parlé, qui avait aussi beaucoup marqué les esprits, avec l'idée que, bon, alors, il y a la question, enfin, c'était pas de la fraude, d'ailleurs, c'était des pratiques, mais l'idée que si ça nous est arrivé, c'est parce qu'on donnait de la farine animale à manger à des herbivores. Donc, est-ce qu'il y a aussi l'idée qu'on n'est pas fait pour manger certaines choses, ou on est fait pour manger d'autres choses? Est-ce que c'est une idée ancienne aussi, ça?
Oui, alors je dirais que ça, c'est ce rapport très problématique qu'on entretient à la nature, sachant qu'on ne sait pas très bien comment définir la nature. Là, alors, si on prend les véganes, hein, par exemple, aujourd'hui, qui non seulement ne mangent pas de produits animaux, ne mangent pas de produits dérivés des animaux, miel, œufs, lait ou fromage, hein, mais ne s'habillent pas de cuir ou ne s'habillent pas de laine, hein. Donc si on regarde, eux, ils ont un rapport à la nature qui, moi, me semble paradoxal d'une certaine manière, parce qu'ils disent, bon, l'homme doit s'extraire de ce système d'entre-dévoration qui n'est pas naturel parce que l'homme a pris la place de l'espèce dominante, hein, et puis en fait il faut restituer aux autres espèces leur place naturelle, c'est-à-dire que chacun a le droit de vivre harmonieusement dans la nature. Mais précisément par ce mouvement de retrait, hein, en essayant de s'extraire de l'entre-dévoration, les véganes essaient de se placer de nouveau en dehors du système naturel. Donc je trouve qu'ils ont un pied dedans, un pied à l'extérieur. Et du coup, c'est une pirouette un petit peu, mais pour répondre à ta question, je trouve que c'est ce rapport à la nature qui, sans cesse, est problématique, hein, et qui, je dirais, d'un point de vue historique, fonctionne un petit peu comme un mouvement de balancier. C'est-à-dire, il y a des moments où la sensibilité à l'alimentation carnée est très élevée, puis d'autres fois où ça pose moins de problèmes. Mais alors, bon, la viande c'est une chose, mais il y a le légume de l'autre côté et le fruit, si j'ose dire. Alors, on sait beaucoup, on vient de parler beaucoup de la viande, mais c'est vrai qu'on se focalise beaucoup quand on parle d'aliments sains. Les discussions vont beaucoup autour de la viande, mais actuellement, on valorise le légume et le fruit, hein, le végétal en général. Est-ce que ça, c'est une idée nouvelle ou est-ce que le légume était bien vu auparavant ou Alors, ça dépend. Il y a des légumes, en fait, qui, en fonction de la médecine ancienne, possédaient des qualités qui pouvaient être positives ou qui pouvaient être négatives. Les légumes ou les fruits, les poires, les pommes, par exemple. Alors, de nouveau, pour aller voir très loin en arrière, au Moyen-Âge, on avait tendance à les cuire. Et la cuisson, c'est une forme on peut la considérer comme une forme de prédigestion quelque part, hein, puisque dans la médecine ancienne, la digestion elle-même, elle est conçue comme une coction dans la médecine humorale, hein. C'est une cuisson interne des aliments. Donc en fait, cuire, préparer gastronomiquement, entre guillemets, un plat, c'est préparer cette deuxième digestion, cette coction interne. Donc, il y avait quand même, je dirais, une méfiance envers un certain nombre de fruits. Alors, aujourd'hui, c'est très valorisé. Alors, de nouveau, en ce moment, je pense que c'est un problème parce que ce qui est valorisé, c'est non seulement la consommation fructivore, mais c'est aussi les circuits courts, le bio, et ce type de production ne suit pas, hein, la demande en ce moment. Donc, il y aura probablement des fraudes aussi, hein. Un jour, tu achèteras des tomates bio qui seront pas du tout bio. Et un autre problème, c'est que plus on cherche à manger des aliments des végétaux, des fruits, des légumes, plus il faut les faire venir de loin. Et on sait qu'en ce moment, il y a par exemple les avocats qui ont vraiment la cote. C'est une catastrophe écologique. Donc, il y a toujours une pesée des intérêts à faire, hein, aussi entre disons, la qualité, le bénéfice personnel qu'on peut tirer d'un aliment et puis peut-être son bilan écologique plus large. Mm-hmm. Donc, c'est vrai que les légumes et les végétaux sont valorisés de nos jours, hein. On parle même des alicaments. Alors des fois, c'est simplement des suppléments alimentaires, mais c'est des fois quasiment... Alors, je me rappelle les petites baies, les myrtilles, comme une espèce d'aliment miracle. Est-ce que ça, c'est l'idée presque de prescrire des aliments à titre médical, est-ce que c'est une idée qui est nouvelle ou pas? Non, alors ça, je dirais que la diététique et puis la gastronomie, qui ne s'appelait pas comme ça, a toujours... en fait, c'est les deux faces d'une même pièce. On peut prendre une phrase de Hippocrate, que ton aliment soit ton médicament, qui montre bien que ça fait des siècles que les choses fonctionnent comme ça. Alors, les alicaments... j'aurais tendance à dire de façon un peu anachronique qu'ils ont toujours existé. On peut prendre l'exemple du vinaigre, hein, par exemple, qui a des propriétés antiseptiques dont on se servait comme produit cosmétique, mais aussi pour épicer des plats. De nouveau, si on retourne dans les siècles
dans les siècles passés. Aujourd'hui, les alicaments, ça peut être des produits naturels, mais on a plutôt tendance à considérer comme alicaments des yaourts qui sont augmentés en bifidus, par exemple, enfin, voilà, qui ont des teneurs en vitamines, par exemple, qui ont artificiellement été ajoutées. Mais disons, l'idée de se maintenir en forme en mangeant de façon saine, c'est une idée qui est vieille comme le monde. Voilà, alors peut-être que maintenant c'est devenu presque un devoir, hein, on a l'impression d'une moralisation de tout ça, mais en tout cas ça nous rassure un peu de savoir que nos ancêtres n'étaient pas très différents de nous de ce point de vue-là et qu'ils se préoccupaient aussi non seulement de leur santé mais aussi du rapport entre la nourriture et la santé. Je te remercie Alexandre d'avoir répondu à ces questions. Merci. Alors bonjour Christophe Lavelle. Bonjour. On a vu avec Alexandre Wenger que l'injonction à manger sain, c'est pas nouveau, même si peut-être ça augmente quand même un peu maintenant. Mais bon, se préoccuper de ce qu'on a dans notre assiette pour notre santé, c'est une vieille habitude humaine, si on peut dire, probablement une nécessité aussi, puisque la nourriture, on nous l'a montré, était, en tout cas, on soupçonnait les fournisseurs de nourriture, notamment Carnegie, de nous fournir parfois de la viande, disons pas très fraîche. Mais actuellement, il y a aussi une deuxième préoccupation. Donc, manger sain, on peut penser, c'est aussi manger éthique. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire manger éthique? Alors, manger éthique, déjà, la notion du choix suppose une forme de confort, finalement. Donc, c'est pour ça que ces types d'injonctions sont quand même relativement récentes, ou en tout cas ressortent de manière prépondérante dans les endroits, heureusement de plus en plus vastes, où on a une sécurité alimentaire qui est déjà assurée. De cette manière, pour avoir le choix, il faut avoir une offre conséquente. Pour une bonne partie de l'humanité, encore aujourd'hui, la question du choix alimentaire ne se pose pas, il s'agit juste de survivre et on mange ce qu'on peut manger. Donc, manger éthique, ça présuppose déjà avoir ce confort de justement pouvoir choisir ses aliments. Et donc, se pose la question du critère des choix. Alors, évidemment, en tant que consommateur, on peut raisonner de manière très égoïste, et donc les critères vont être purement des critères de plaisir, parce qu'on mange pour se faire plaisir, des critères éventuellement en effet de santé, parce qu'on va prendre soin de sa santé à court terme, ou même encore mieux à long terme. Et à partir du moment où on sort de cette sphère, je dirais, auto-centrée, on regarde un peu ce qui se passe autour de soi, on rentre dans un rôle qu'on appelle aujourd'hui de consomme-acteur, un néologisme assez à la mode, qui est de se dire que ce que je mets dans mon assiette me donne une position dans la société. Et cette position, c'est là où on va intégrer dans mes critères de choix des aspects environnementaux, des aspects éthiques, que ce soit éthique vers l'animal, donc avec toute la question du bien-être animal, est-ce que ce que j'ai mis dans mon assiette a généré de la souffrance ou pas? Ça peut être porté vers l'agriculteur, vers l'éleveur, vers le producteur, se dire est-ce que la filière que j'ai utilisée permet aux personnes qui ont produit cet aliment de bien vivre de leur métier. Donc tout ça, ce sont effectivement vraiment des nouvelles thématiques qui rentrent de plus en plus en compte dans tous les discours qu'on entend et censés orienter ou nous guider dans nos choix alimentaires. Et ce qui fait que ça devient compliqué parce qu'effectivement les critères sont multiples. Quand on est obligé, quand on a un peu envie de cocher toutes les cases, et finalement on se retrouve avec en tête une liste inextricable, et dire mais voilà, finalement est-ce que j'ai fait les bons choix, est-ce que j'ai coché toutes les cases, est-ce que je peux considérer que je suis dans un cadre éthique. Il ne s'agit pas de culpabiliser, mais je pense qu'avec quelques perspectives, quelques grandes lignes de conduite, on sait aujourd'hui qu'effectivement, il va falloir limiter le gaspillage, par exemple. Ça paraît tout à fait cohérent parce qu'on va limiter son empreinte carbone. Il va falloir limiter le plastique. Il va falloir effectivement peut-être tenir compte de certains labels qui permettent de garantir le bien-être du paysan ou le bien-être de l'animal. Donc tout ça, il y a des aides bien sûr pour guider le consommateur, mais encore une fois, ça doit tout ça rentrer dans un schéma très pragmatique. Il ne faut pas que ça devienne élitiste, cette histoire-là, parce que effectivement, si on a besoin d'avoir un bac plus 7 en nutrition ou en philosophie pour pouvoir bien manger, ce n'est pas ça qui va concerner le plus grand nombre. Donc il y a vraiment tout un enjeu qui est aussi un enjeu de communication, un enjeu d'éducation. Et pour revenir à la santé,
ce qui est important et ce qui est compliqué et qu'on voit aujourd'hui avec la crise de la Covid et cette histoire de vaccination, est-ce qu'on se vaccine pour soi ou aussi pour les autres, il y a exactement la même chose pour l'alimentation. La plupart des pathologies aujourd'hui, qu'on appelle les pathologies de civilisation, cancer, diabète, obésité, sont plus ou moins directement liées à l'alimentation et ont un impact et un coût économique exorbitant. Donc en fait, être en bonne santé, c'est pas juste pour soi, c'est aussi de se dire, d'une certaine manière, dans le rôle que j'ai dans la société, faire en sorte que je sois en bonne santé est aussi bénéfique pour la société en tant que telle, c'est pas que pour moi. Donc on pourrait dire qu'il y a, du point de vue éthique, il y a deux aspects, pour soi-même et pour les autres, mais du point de vue de la santé, peut-être aussi les deux mêmes aspects, mais est-ce que ce qui est bon pour la santé est forcément éthique ou réciproquement, ce qui est éthique est forcément bon pour la santé? Parce que ce qui me frappe dans les discussions, c'est que souvent ceux qui prônent de se nourrir de manière plus éthique rajoutent « mais c'est aussi bon pour la santé ». On dit par exemple le bio c'est meilleur pour la santé que le pas bio, etc. Est-ce que véritablement ces deux choses sont liées ou bien est-ce qu'il, vu qu'il y a plusieurs critères, est-ce qu'il peut y avoir une disjonction des critères? Certains critères qui seraient en opposition les uns avec les autres. Oui, alors c'est a priori, il n'y a pas de raison que ces deux aspects soient liés. D'un point de vue pratique, il se trouve que dans la plupart du temps, ils le sont. Par exemple, on sait bien qu'aujourd'hui, de manger de manière frugale, c'est-à-dire être plutôt en hypocalorie qu'en hypercalorie, c'est bon pour la santé, parce qu'on augmente l'espérance de vie, mais en même temps, ça réduit notre empreinte carbone. Donc ça va dans le bon sens. La question du bio est plus compliquée, elle est très controversée parce que ça paraît assez cohérent de se dire que l'agriculture biologique, ou au sens large l'agroécologie, effectivement, est un système plus vertueux que l'agriculture intensive qui repose sur la mécanisation, sur les pesticides de synthèse, etc. Et en même temps, la question du bio sur la santé reste très très discutable. Est-ce que c'est vraiment toutes les études un peu d'envergure épidémiologique qui ont essayé de mettre en avant un bienfait d'une consommation d'aliments bio versus non bio sont peu conclusives, parce qu'en général, il y a beaucoup d'autres critères qui rentrent en compte qui sont très difficiles à départager, du fait que moi, si je mange bio par défaut, c'est aussi parce que sans doute, justement, je vais faire attention à ma santé, je vais être un peu plus actif, je vais manger plus de légumes, etc. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont difficiles à départager dans ces études. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de conclusion, sur ces aspects-là. Mais par contre, pour l'aspect plus environnemental au sens large, c'est vrai que les deux vont dans le même sens. C'est-à-dire que vraiment, si je mange moins de viande, par exemple, c'est meilleur pour ma santé et en même temps, je réduis considérablement mon empreinte carbone. Donc c'est pour ça, et heureusement, je veux dire que ça va dans le même sens, parce que c'est ce qui permet justement d'accentuer ce discours, de dire faites attention à ce que vous mangez, parce que justement, vous allez jouer sur les deux tableaux, vous allez vous faire du bien en mangeant moins de viande, et vous allez avoir un impact carbone réduit, et donc vous allez faire, entre guillemets, du bien à la planète. C'est agréable de s'entendre dire que dans le fond, si on fait bien dans un sens, on fera aussi bien dans l'autre, parce que c'est peut-être pas toujours le cas. Moi, je pensais à un contre-exemple, mais peut-être qu'il n'est pas bon, mais je vous le soumets. Par exemple, on dit que l'huile de palme, il y a beaucoup de critiques concernant l'huile de palme, pour la santé et aussi pour l'environnement. Oui. Mais je me suis aussi entendu dire que si on remplaçait l'huile de palme par l'huile de colza, puisque c'est une culture dans le fond qui est beaucoup plus locale, le problème, c'est qu'il faut 5 fois plus de surface pour avoir la même quantité d'huile. Donc là, on a une espèce de clash entre deux exigences, me semble-t-il. Oui, alors, mais ça, effectivement, dans les systèmes alimentaires, et malheureusement, il n'y a jamais vraiment de solution simple et de solution universelle. Après, on pourrait dire par rapport à ça, on aurait tout intérêt tout simplement à réduire notre consommation d'huile de palme comme de colza. Le colza, ça peut apporter d'autres choses, mais c'est clair que vouloir complètement changer brutalement un système alimentaire, on voit que ça ne marche jamais. Ça ne marche jamais pour des raisons culturelles, mais aussi pour des raisons de production, des raisons environnementales. Donc c'est pour ça aussi, c'est un peu le débat aujourd'hui qu'on a avec les véganes, qui est de se dire, l'homme s'inscrit dans une histoire vieille de plusieurs millions d'années, et en tout cas plusieurs centaines de milliers pour ce qui est vraiment de ce qu'on comprend de la cuisine et de notre manière de s'alimenter. Et vouloir, comme ça brutalement, se dire, pour des raisons philosophiques ou éthiques, il va falloir stopper un certain mode alimentaire et changer dramatiquement et drastiquement notre manière de s'alimenter, on sait que ça ne peut pas marcher d'un point de vue culturel. Donc quand on dit on va remplacer telle culture par telle culture, on va arrêter de manger tel aliment, c'est des idées, mais on sait que sur le terrain, ça n'a aucun sens. On est un animal culturel et les transitions alimentaires ont toujours pris du temps, doivent avoir du sens.
Et l'homme doit s'habituer. C'est pour ça qu'aussi, quand on parle de l'alimentation de demain, tiens, élever des vaches, ça fait beaucoup de méthane et autre chose, on va manger des insectes. Même si sur le papier, ça paraît tout à fait cohérent, effectivement, on fait le bilan, on fait des tableaux Excel, et puis on voit l'empreinte carbone, on voit le coût en eau, le coût en surface, etc. On dit, bon, ben, c'est mieux de manger des insectes. Et, oui, mais... Bon appétit. Voilà, est-ce qu'on en veut? Est-ce qu'on va accepter ça? Donc c'est pour ça que c'est compliqué l'alimentation. Changer un mode alimentaire, combien même il y aurait des bonnes raisons, meilleur pour la santé, meilleur pour l'environnement, encore faut-il que derrière on s'y retrouve en tant que gastronome, vous allez dire. Ouais, mais les véganes, ils pourraient vous rétorquer. Nous, on y est arrivé, pourquoi pas vous? Oui, et d'une certaine manière, quand pour le coup, il y a un vrai clash dans cette manière de concevoir le véganisme, et il y a une espèce de malentendu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on entend beaucoup des gens qui sont contre les véganes, qui disent « mais foutez-nous la paix, ok, vous y êtes arrivés, c'est votre choix, c'est votre mode de consommation, mais vraiment, je respecte que les véganes arrêtent de manger de la viande et leur philosophie, mais je n'accepte pas qu'ils veuillent l'imposer aux autres. » Or, quand on réfléchit d'un point de vue, on prend un peu de recul, en fait, ce sont ces véganes militants qui tentent d'imposer leur choix aux autres qui sont les plus cohérents. Parce qu'à partir du moment où on refuse, pour des raisons, encore une fois, éthiques ou philosophiques, qu'on refuse l'exploitation animale, la logique fait qu'on veuille imposer ça aux autres. C'est un peu comme si je suis anti-esclavagiste, je ne vais pas dire, bon, ben, j'ai pas d'esclaves chez moi, c'est bon, vous faites ce que vous voulez, vous en prenez si vous voulez, mais moi, j'en ai pas. Ça ne marche pas. Je vais avoir envie de militer pour que l'esclavagisme disparaisse. Et ben, les véganes qui sont les plus cohérents sont ceux-là. Ils vont dire, mais ok, moi, j'ai fait ce choix-là pour moi, mais je trouve ça inacceptable que l'on exploite des animaux, donc tout le monde devrait suivre ce choix-là et on devrait arrêter partout cet élevage et cette exploitation animale. Donc c'est cohérent comme démarche. Mais après, on peut leur rétorquer que c'est peut-être leur vision qui pose problème, parce qu'encore une fois, l'homme est un animal culturel, comme on l'a déjà dit, qui a une histoire, et cette histoire, elle est totalement omnivore. Au départ, c'était de la chasse, ok, c'est passé à l'élevage. La logique n'est pas très très différente, le mode de production l'est, et puis ça a permis d'assurer la sécurité alimentaire, ce qui n'est pas rien. Ce qui n'empêche pas qu'effectivement on arrive à des aberrations aujourd'hui, qui d'ailleurs ont sans doute été l'élément déclencheur, le fait on voit toutes les vidéos effectivement assez horrifiques qui circulent et qui correspondent à une situation réelle de maltraitance animale, ont déclenché cette espèce de retour en arrière, en se disant mais on s'est mis à faire n'importe quoi. Et malheureusement, c'est parti dans des excès en disant que puisque ça existe, arrêtons tout. Mais on voit bien aujourd'hui dans un système vertueux, même pour des raisons écologiques, la coexistence homme-animal et surtout la coexistence agriculture-élevage est quelque chose de vertueux. Parce qu'il y a beaucoup de zones, on parle beaucoup des pâturages, notamment ici en Suisse, on a quand même des pâturages qui sont assez pentus, il est hors de question de cultiver des céréales sur des pentes comme ça. Par contre, on peut effectivement y faire paître des vaches si on a une production alimentaire qui a du sens écologiquement et historiquement. Mais ça veut dire, quand on regarde les chiffres, il faut être honnête avec les chiffres. Si je me contente, moi en tant que consommateur, de manger uniquement de la viande de pâturage, il faut que je diminue par 10 ma consommation de viande. Et ça, il faut l'admettre. Et là, on rentre dans une démarche qui commence à avoir du sens, qui va avoir du sens écologique, du sens éthique, parce qu'on va être dans une notion de bien-être animal, et puis du sens sanitaire, parce que finalement, manger de la viande une fois par semaine, ça suffit, 1 ou 2 fois par semaine, ça suffit pour avoir le fer, la vitamine D, tout ce dont j'ai besoin. Mais donc ça, voilà, ça c'est quelque chose de pragmatique et de cohérent. Maintenant, il faut arriver à convaincre les gens de diminuer par 10 leur consommation de viande, c'est pas gagné. Tout à fait. Je me souviens d'avoir lu une fois que notre ancêtre Néandertal avait le même régime alimentaire que les loups actuellement, donc genre 80% de viande. Oui, tout à fait. Bon, alors il était sans doute dans une situation environnementale extrêmement différente de la nôtre. Puis ils étaient beaucoup moins nombreux aussi, ça jouait sans doute un rôle aussi. Et pour le coup, il n'y avait pas de choix. C'est-à-dire que Néandertal, il n'avait pas décidé de manger 80% de viande. C'est-à-dire qu'ils sont dans un environnement, ils mangent ce qui permet à la population de subsister et voir dans de bonnes conditions. Et donc, chaque endroit de la planète a établi un régime qui correspond à un environnement donné, ce qui fait d'ailleurs, entre guillemets, la force, sans vouloir faire du spécisme, la force de l'homme, ou sa position omniprésente sur la planète, c'est que justement, nous sommes des omnivores, nous sommes adaptés à toute forme de nourriture et en même temps mal adaptés, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on est des mauvais digesteurs de viande par rapport aux carnivores, on digère mal les végétaux par rapport à des plantivores, mais par contre, on digère
un peu tout ça. Et le fait d'aller puiser, c'est pour ça qu'on dit souvent le seul régime valable, c'est un peu de tout. Et oui, parce qu'en fait, on est vraiment capable de récupérer moyennement des nutriments, mais dans tous les aliments possibles et imaginables. Donc, en prenant un peu de tout, c'est la meilleure solution pour être sûr d'éviter des carences. Ce qui a un côté presque paradoxal, parce que dans le fond, on dit qu'il faut manger bien pour être en bonne santé, et on digère rien correctement d'une certaine façon. Eh bien, on digère rien de manière optimale par rapport aux autres espèces qui, elles, sont optimisées. Mais du coup, c'est aussi la limite de ces espèces. À partir du moment où elles ont une optimisation, quand on les change d'environnement, c'est fini, elles meurent. Sauf adaptation très lente. Le cas le plus célèbre, c'est le panda, qui est quand même effectivement en bonne oursidé, il devrait être carnivore, il ne l'est plus. Il bouffe du bambou. C'est quoi cet ours qui bouffe du bambou? Ça correspond à une évolution très lente d'un changement de l'environnement auquel le panda a réussi à s'adapter pour passer d'un régime carnivore qui était le sien au départ à un régime effectivement de bambou aujourd'hui. Donc on pourrait peut-être faire pareil, se dire que pourquoi pas dans des centaines de milliers d'années, l'homme pourrait digérer uniquement, se baser sur une alimentation purement végétale, mais ça demande une échelle qui est celle de l'évolution, pas l'échelle de la politique d'aujourd'hui en disant à partir de demain vous allez... Voilà, bon les pandas sont des animaux sympathiques, mais c'est vrai qu'on n'est pas des pandas, mais on pourrait se dire, dans la logique qu'il faut changer, dans l'idée qu'il faut changer de mode alimentaire, est-ce que maintenant, dans notre civilisation hyper connectée, est-ce que les smartphones, les applications qu'on a pour se nourrir mieux, il y en a plein qui nous proposent plein. Est-ce que ce serait une solution? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je suis assez critique par rapport à ça. D'une part, effectivement, elles apportent, ça correspond à une tendance de société. C'est un outil. Le fait est que c'est un outil qui a un certain succès quand même, donc ça doit fournir un service. Maintenant, il ne faut pas que ça nous empêche, le fait de reposer sur un algorithme, une intelligence artificielle, donc qu'on n'ait pas trop les critères, et de cliquer pour savoir si je peux manger ci ou ça. Et j'ai peur que ça nous éloigne d'une réelle compréhension et d'un intérêt pour nos aliments. C'est-à-dire qu'en fait, on se dédouane du fait de s'intéresser aux aliments, on se dit l'application le fait pour moi. Or, un bon équilibre alimentaire, ça ne se mesure pas à l'échelle d'un repas ou en considérant un aliment particulier parmi d'autres. Aujourd'hui, les physiologistes s'entendent pour dire que c'est sur une semaine, voire 10 jours, qu'il faut vraiment réfléchir à un équilibre alimentaire. C'est-à-dire aucun problème de faire des excès pendant ces 10 jours, il faut juste que les excès s'équilibrent. Et ça, les applis, elles ne le disent pas. Les applis, elles vont nous donner le droit, entre guillemets, de prendre dans les rayonnages, tel ou tel aliment, mais c'est une compréhension globale qu'il faut qu'on ait de notre alimentation. Et ça nécessite une éducation beaucoup plus que l'utilisation d'une application. Mais on pourrait vous rétorquer, vu que l'intelligence artificielle va dépasser l'intelligence humaine, enfin bon, voilà, que les applis pourront faire ça mieux qu'encore nous pouvons le faire. Alors peut-être pour les plus technologistes d'entre nous, les plus convaincus, mais encore une fois, en tant que gastronome, je trouve que la culture alimentaire est quand même complètement primordiale dans nos modes de vie, et s'intéresser à l'aliment, et donc s'intéresser à la cuisine, c'est irremplaçable, il y a un côté irrationnel, c'est plus dans ma manière de positionner l'homme en tant avec cet aspect maîtrise de la cuisine, du plaisir, de la convivialité. Et pour moi, c'est antinomique avec ce schéma extrêmement automatisé, délocalisé dans la puce de nos smartphones qui va nous orienter nos choix alimentaires. Il y a quelque chose, il y a une espèce de rupture que je n'arrive pas à envisager, mais c'est peut-être une question de génération. Peut-être mes gamins, ça ne leur posera peut-être pas de problème. Question de génération, ce n'est pas moi qui vais vous détromper sur cette question-là. Mais c'est vrai qu'à part ça, l'intelligence artificielle intervient en domotique. Peut-être qu'on va cuire nos aliments grâce à des cuisinières connectées ou à induction ou autre. J'ai vu que dans l'agriculture, même bio, ils utilisent de plus en plus d'appareils pour pouvoir gérer les mauvaises herbes ou des choses de ce genre-là. Donc je pense que peut-être il y aura moyen de coupler tout ça pour avoir une agriculture plus durable, qui par ailleurs, si elle est plus saine, on aura gagné sur tous les tableaux. Pourquoi se priver? Oui, il faut aller chercher toutes les solutions technologiques. Très bien, écoutez, on va s'arrêter là sur cette conclusion. Je vous remercie Christophe Lavelle d'avoir répondu à mes questions. Merci.